Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, nous retrouvons Flore Chéry. Alors, je crois que vous travaillez, enfin, je crois pas, je suis sûre, vous travaillez à Union.fr, qui fête ses 50 ans. Et donc, je crois que c'est pour ça que vous avez envie de nous faire un petit point sur la sexualité des Français depuis 50 ans. Hein, exactement, exactement. Donc, je travaille depuis 7 ans pour le magazine Union et demain sort donc le numéro spécial, les 50 ans d'Union. Alors, c'est pas le seul magazine à souffler sa 50e bougie cette année. Le Point, l'Écho des Savanes et Picsou Magazine auront également 50 ans en 2022. Alors, je sais pas comment a évolué la vie de Picsou. Hein. Est-ce que la mare des canards a connu son lot de révolution? Mais à la rédaction, alors que l'on collecte depuis 50 ans les histoires de sexe et les questions de lecteurs, il s'en est passé des choses dans la vie sexuelle des Français. Et pourtant, on a souvent l'impression que le sexe, c'est une constante, hein, une autoroute au milieu de l'Arizona. On ferait tous toujours la même chose dans nos chambres à coucher depuis la nuit des temps. Cuni ou fellation, pénétration ou branlette, missionnaire ou levrette, et puis dodo. Il n'y a pas beaucoup de virages, le paysage est toujours le même, et puis surtout, il n'y aurait jamais d'embouteillage. Alors, évidemment, je ne vous mentirai pas en disant qu'il y a 50 ans, on écrivait déjà des dossiers sur la fellation et que l'on écrit toujours aujourd'hui des dossiers sur la fellation. Elle nous a fait couler beaucoup d'encre, hein, cette fellation. Alors oui, il y a des constantes, mais le paysage change, il y a des routes de traverse et surtout, il y a des accidents que l'on n'envisageait pas. Le sida, par exemple, n'existait pas lorsque le magazine a été lancé et l'utilisation massive du préservatif devient la norme à partir des années 90 dans les histoires de sexe. Au lancement du magazine, il y a également beaucoup de témoignages de femmes qui n'ont connu sexuellement que leur mari, qui redoutent leur nuit de noces ou qui ne prennent pas vraiment beaucoup de plaisir au lit. Aujourd'hui, les témoignages de femmes sont beaucoup plus libres. Il est beaucoup plus rare qu'une femme se marie vierge et il y a beaucoup moins d'angoisse sur la nuit de noces, heureusement. Le couple aussi s'est réinventé. Il n'est plus aussi cloisonné que ce qu'il était. L'infidélité, qui était très exceptionnelle du côté des femmes au lancement du magazine, c'est petit à petit ouverte. Elle est moins mal perçue socialement. Il y a toujours une forme de tolérance un peu française, hein, sur l'infidélité, qu'elle soit aujourd'hui masculine et féminine, surtout si le couple est ensemble depuis un petit moment. Il y a de plus en plus de témoignages aussi de couples qui vivent dans des appartements séparés, de célibataires qui n'ont pas l'air de s'en plaindre, alors que cela pouvait être très mal perçu dans les années 70. Il y a aussi l'explosion des pratiques sexuelles considérées comme marginales, le libertinage qui flirtait avec le naturisme dans les années 70-80. Les clubs libertins ont connu un âge d'or dans les années 90-2000, puis ce sont les sites de rencontres libertins qui ont pris le relais. Le BDSM, dont personne ne connaissait rien, a commencé à séduire une population toujours plus grandissante à partir des années 90, quand le sexe pénétratif semble encore un peu dangereux du fait du sida. Et puis, il y a eu bien sûr les innovations, le Viagra, fin des années 90, qui apportait enfin une réponse aux problèmes d'érection, mais aussi les sextoys, en particulier à destination des femmes, qui ont participé à la démocratisation du plaisir à partir de 2010. Alors oui, on écrit toujours des dossiers sur la fellation au sein de la rédaction, mais on ne fait pas que ça. On écoute aussi un monde changé. Ce monde, il est discret, intime, parfois tabou, et on est fiers de lui donner un moyen d'expression. Et est-ce que on sait si en général la sexualité des Français est plus épanouie ou pas? Alors à la lecture des textes, quand on regarde les archives, moi j'ai vraiment cette impression, c'est-à-dire qu'il y a plus de vocabulaire. Ça c'est clair. Ça veut dire que les personnes sont plus au courant de leur propre sexualité. Alors dans les années 70, c'est vrai qu'on publiait des textes qu'on ne publierait pas aujourd'hui, où il y avait des scènes qui étaient peut-être un peu limites en termes de consentement, avec des femmes qui ne prenaient pas vraiment de plaisir. Il y avait des histoires un peu... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un vrai plaisir, plus de légèreté, plus de joyeuseté, on va dire, dans la sexualité. Je la trouve un petit peu plus solaire que ce que je lisais dans les années 70-80. Je pense qu'en effet, le plaisir est moins tabou au fond, quelque part. Hein. Ça, je pense qu'on peut vraiment le dire. Ce qui est important, c'est 98, hein, je crois, le Viagra, qui arrive. Je pense que ça aussi, ça a été important parce que avant, on ne parlait pas finalement des pannes des hommes, ou très peu. C'était quelque chose de... Moi je le sais pour avoir rencontré des hommes d'un certain âge avant ces années-là, qui ne bandaient plus et qui étaient très tristes et qui n'en parlaient à personne et qui me faisaient ces confidences-là justement comme étant quelque chose qu'on ne peut pas dire, quoi. Ça a beaucoup changé, je pense. Ça a énormément changé. Il n'y a qu'à voir le volume de prescription. Enfin, c'est le médicament, enfin la classe de médicaments, il n'y a pas que le Viagra, le plus prescrit.
Et le plus contrefait, ce qui est quand même un signe. Oui. Alors surtout, il ne faut surtout pas en acheter sur Internet, parce qu'en général, c'est du plâtre. Hein. Faire très attention. Oui, donc il y aura l'effet placebo éventuellement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Il y a ça, et encore là, on parle de sexualité, mais on ne parle pas peut-être de ce dont vous parliez, santé sexuelle, voire même santé reproductive. On voit que le capital fertilité aussi des hommes a énormément baissé en 50 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais c'est aussi un vrai sujet de société. Ouais, tout n'est pas rose quand même dans l'évolution. Il y a d'un côté, j'aime beaucoup votre expression, l'aspect solaire de la sexualité qui est magnifié, c'est le post-68, mais post, bien digéré et avec la recherche du plaisir des deux, qui n'était pas forcément peut-être une priorité il y a 50 ans. Donc ça, oui, c'est formidable. D'un autre côté, il y a l'irruption de la pornographie. Et les dégâts extrêmement importants que ça fait chez les jeunes en particulier. C'est dramatique, oui. Avec le recul d'âge de la première relation sexuelle, la diminution du nombre de rapports, il y a des enquêtes qui sont concordantes les gens font moins tout l'Occident. Ils font moins l'amour, et même jeunes. Hein. Oui. Et une augmentation considérable du nombre de célibataires. Oui. Et de divorces. Oui, bien sûr. Et ça, c'est aussi pas tellement positif non plus, parce que bon, peut-être qu'on a une sexualité plus libérée, plus débridée, si je puis dire, mais est-ce qu'on est pour autant plus heureux? C'est pas sûr. Mais ça dépend, pas le problème ça dépend du célibat. En fait, l'union par exemple, parle pas d'amour, hein, de toute façon. Si, il y a quand même beaucoup de... Oui, enfin, je veux dire, c'est plus un magazine qui parle vraiment de sexualité, c'est sûr. C'est le cœur du sujet. Un magazine assez, osons le dire, pornographique. Hein. Tout à fait. Non, mais on assume cette terminologie. Maintenant, c'est vrai qu'en filigrane, il y a toujours ce rapport à l'autre qui est très important, et le rapport au couple l'est. Et le célibat, c'est vrai, il a augmenté, mais je le trouve plutôt positif, par exemple, sur la tranche d'âge 20-25 ans. Ça laisse aux jeunes personnes le moyen de faire des expériences avant de s'engager dans le mariage. Notamment, il y a des jeunes filles qui se mariaient très très jeunes, et on le retrouve dans les histoires, qui ont à peine 18-19 ans, qui sont déjà mariées. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Mais c'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus de personnes seules, âgées, isolés, qui sont en état de célibat, et ça aussi, ça peut être pour le coup inquiétant, parce que voilà, il y a une vraie misère sexuelle qui se développe, surtout sur les personnes âgées qui sont isolées. Ouais. Alors, vous avez peut-être une carte à jouer, en tout cas un rôle à jouer, parce que le problème de la pornographie en ligne, c'est l'addiction. Exactement comme la cigarette, comme l'alcool. C'est les mêmes mécanismes neuropsychologiques. À l'inverse, on peut supposer que la forme papier, avec des textes qui parlent de la santé sexuelle, eh bien peut-être que ça peut, je ne sais pas, aider cette population que vous avez décrite, hein, qui se trouve un petit peu en panne d'expériences sexuelles. Oui, alors après, nous, on diffuse aussi du porno, donc on n'utilise pas que la matière texte, même si elle est très présente, on utilise différents formats, mais ça peut être le podcast audio, et ça peut être aussi de la pornographie. Moi, je pense que la pornographie, ça dépend comment elle est consommée. Peut-être qu'elle est mal consommée, ce qui fait des problèmes d'addiction aujourd'hui, mais elle peut être aussi, dans une certaine mesure et dans un cadre, quelque chose de bénéfique, voire de créatif pour un couple. Oui. Donc je pense qu'elle est mal faite, ou elle a été mal faite. Elle essaye de se réinventer un petit peu aujourd'hui, cette pornographie, et Union y participe, hein, clairement. Mais oui, on peut être source, en tout cas, de créativité pour le couple. Alors, il m'arrive de prescrire de la pornographie en consultation bien sûr, oui. à des hommes ou des couples qui ont une interruption de sexualité prolongée, ou qui ont des soucis de santé qui altèrent leur sexualité, comme étant une manière de redémarrer avec cette notion que l'appétit vient en mangeant. Ça peut être le cas, oui. Après, s'ils en ont envie, encore une fois, la libido, souvent, ça part de soi. Mais de toute façon, la pornographie, quelle qu'elle soit, moi, j'ai aucune envie de l'interdire à tout adulte qui a plus de 18 ans. Le problème de la pornographie, réellement, pour moi, c'est les enfants qui tombent sur ces images-là et qui sont encore vierges. Hein. C'est ça le danger. Et là, en l'occurrence, Union n'est pas distribuée, j'imagine, de toute façon, aux enfants. Non, c'est
interdit, évidemment. On agit beaucoup pour la protection des mineurs. Puis de toute façon, c'est pas du tout notre cible. Bon. Mais il y a peut-être aussi d'autres problèmes qui sont la normalisation de la sexualité. C'est vrai que le porno, s'il est fait toujours de la même façon, avec les mêmes acteurs, norme d'une certaine façon ce qu'on doit faire dans nos chambres à coucher. Puis il y a peut-être une responsabilité des plateformes de rendre un contenu, d'avoir un système d'addiction, puisque le principe des grandes plateformes, c'est de faire revenir et de prendre captif Enfin, leur but, c'est de l'argent, hein. C'est pas de faire évoluer la sexualité des gens, hein, mais un petit peu comme les sites de rencontres qui finalement préfèrent conserver les utilisateurs captifs plutôt que vraiment créer des rencontres amoureuses et participer à un épanouissement affectif de la personne. Finalement, ils préfèrent l'isoler, le conserver captif et le faire payer. Il y a peut-être aussi cette dérive sur les plateformes pornographiques qu'il faudrait étudier. Bon voilà, il y a tout un système en effet à revoir. Oui. Oui, mais je pense que c'est à l'individu d'être conscient qu'il se fait avoir, hein, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut rendre les gens plus responsables pour qu'ils puissent, qu'il y en ait moins qui tombent dans ces circuits addictifs. Enfin, moi, je crois, parce que empêcher ces plateformes de gagner de plus en plus d'argent, on n'est pas au pays des bisounours, hein, soyons clairs, non? Ou alors il faut faire une pornographie d'État, le service public de la pornographie. On va remettre la redevance télé pour faire une bonne pornographie chaîne qualité. pornographique de qualité. De l'ORTF. Oui, ça serait une bonne idée. Non, mais l'information, à nouveau et encore, est quelque chose d'important parce qu'il n'est pas intuitif dans l'expérience que chacun peut avoir, que la pornographie peut être une addiction. C'est pas quelque chose qui vient forcément à l'esprit. Donc il faut le dire, il faut le faire connaître. Bon, on est addict à la pornographie quand on ne peut pas faire autrement que d'aller regarder quand on rentre chez soi ou même sur son lieu de travail, etc. Là, c'est un premier signe d'addiction et donc il faut évidemment se faire aider. Merci beaucoup Fleur Chéri, en tout cas, de ce bel anniversaire. Et puis happy birthday, Union.